Alors bonjour à tous, je suis content d'inaugurer cette nouvelle émission, une émission dans laquelle j'aurai le plaisir de recevoir mes amis dans un contexte très spécial, dans celui de partager les idées qui nous ont véritablement mobilisés au cours de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes avec Ginette Forget, avec qui nous allons nous entretenir d'idées et de présence. Bonjour Ginette. Bonjour Jean-Pierre. Ginette, vous êtes tout au long de votre vie intéressée à la naissance et au souffle. Vous avez pratiqué et enseigné la respiration consciente, ce qu'on a appelé le rebirth. Vous avez aussi enseigné la méditation, le courant miracle. Vous êtes doula, c'est-à-dire accompagnatrice à la naissance, et plus récemment, vous êtes devenue la créatrice et la formatrice d'une pratique que vous nommez Holos. C'est tout un parcours. Est-ce que vous diriez qu'il y a plusieurs idées dans ce que je viens de vous énumérer? Énormément, mais le fil conducteur de toutes ces pratiques est le même. La vie, l'amour et ce qui anime l'être à exister, à laisser passer ce fluide qui est la vie. Alors, à travers toutes les expériences que je viens de nommer, quelle est l'expérience qui vous a le plus mobilisé? Celle qui vous a vraiment motivé à faire le travail que vous faites présentement? Je crois que l'énergie même de la vie, du vivant, et a toujours été ce qui était au cœur de toutes ces pratiques, finalement. L'amour, pour moi, c'est le fil conducteur de tout ça. Et je crois que c'est la seule vraie réalité qui soit, en tout cas pour moi. Et ce moteur, déjà au départ, c'est ce que je nomme, moi, être la vie. Puis plus ça va, c'est sûr qu'avec toutes ces expériences, j'en arrive à constater que c'est ce qui m'a toujours habité, c'est ce qui a toujours été là et c'est le sens même de la vie pour moi, l'amour. C'est assez mystérieux de voir toutes les étapes que nous devons passer pour arriver à ce retour, ce contact profond avec cet amour qui nous fait vivre complètement. Est-ce que vous diriez que, quelque part, ce parcours, tous ces changements dans votre vie étaient véritablement s'enchaîner les uns dans les autres pour vous amener à la pratique que vous faites présentement, c'est-à-dire ce que vous avez développé, la pratique Holos? Absolument. En fait, ce que je constate de plus en plus, c'est que la vie met sur notre chemin où on avance sur ce chemin de la vie avec tout ce qu'on a besoin. Tout est déjà là, tout est déjà dessiné, disponible. Est-ce que nous sommes disponibles à cela? C'est là, je pense, la différence parce que quand on commence à être plus sensible à ça, on voit à quel point tous les indices sont là. On appelle ça maintenant beaucoup de la synchronicité, mais tout est déjà là. Tout est tellement clair pour qui veut bien voir. Mais quand il y a cette vision qui s'installe, ben, on ne peut que constater que probablement tout ce chemin pour arriver jusqu'à maintenant a été quelquefois plus près de moi, plus écouté, d'autres fois beaucoup plus loin, parce que distraite par plein d'autres choses. Mais quand même toujours là. Sur notre chemin, il y a toujours tous les indices qui nous amènent. Et c'est vrai que dans mon parcours, on pourrait regarder que la naissance a été le fil conducteur aussi, parce que, bon, je suis née. Je le crois aussi. J'ai vu beaucoup de naissances autour de moi. J'ai accompagné des naissances, même en rebirth. C'est vrai qu'au départ, des femmes que j'avais qui me consultaient, je les ai guidées aussi et suivies jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Et c'est vrai que la naissance a été beaucoup au cœur de toute cette pratique. Et Holos, c'est aussi la
l'intérêt de la naissance, parce que c'est une connexion au placenta, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais ça revient toujours là, mais je crois que, en fait, ça revient à la naissance de l'être, à se donner naissance. Et là, voilà, à l'aube de mes 60 ans, j'ai l'impression de me donner naissance à nouveau. Alors, on est encore dans une naissance, dans naître à soi, dans naître à ce qui est véritable, dans laisser être qui nous sommes véritablement. Vous avez dit... pour qui veut bien se voir, et j'ai beaucoup aimé, pour qui veut bien se voir. Parce que c'est vrai que mentalement, on a toujours tendance à essayer d'élaborer une autre stratégie que celle de se voir. Et je me souviens dans ce film qu'on a déjà discuté ensemble, Avatar, hein, oui. Lorsque l'homme dit à cette femme « je te vois ». Et je crois que tous les spectateurs, on a bien senti qu'est-ce qu'ils voyaient à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils voyaient dépasser largement le monde des apparences. Et je crois que votre parcours, votre démarche, toutes les idées qui vous ont habité, eh bien, elles sont très pleines de cette voyance, c'est-à-dire d'arriver à voir autre chose que ce qui nous distrait habituellement et de revenir à la maison, tout simplement. Absolument, parce que moi, cette phrase, je trouve ça extraordinaire Elle que jolie, vous l'ameniez, parce que c'est tellement plein, c'est tellement ça, c'est tellement... Je te vois. Quel beau mot d'amour, hein? Tout à fait, oui. Et comment on peut nous-mêmes se voir aussi, se dire à soi-même, je te vois. J'honore cet espace en moi, en toi, en l'autre, en chaque personne, qui fait que c'est une reconnaissance que ce que l'on voit n'est pas nécessairement ce qui est vu habituellement, ce qui est visible, mais ce qui est bien au-delà. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est parce qu'il la voit depuis longtemps, mais il la voyait pas. Et là, tout à coup, il la voit, mais il la voit, c'est vraiment de la voir à l'essence profonde qui elle est. Et c'est très beau, ça. J'adore ça. C'est très beau. Je crois que cette voyance, ce fait de voir, c'est véritablement honorer la présence. Et puisqu'on parle de présence, je crois que c'est sans doute le mot-clé dans tout le travail que vous avez fait. Ah oui. Et celui surtout dans lequel vous êtes présentement, c'est vraiment d'honorer cette présence, d'honorer votre présence. Et parce que vous êtes dans cet état de pleine réceptivité par rapport à ce que vous êtes, eh bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'y a plus cette séparation entre vous et les autres. Et vous savez, lorsqu'on accompagne les mourants, par exemple, il y a une chose qu'on nous dit souvent au palliatif, c'est si vous êtes très triste parce que la personne est en train de mourir, etc., et que vous entrez avec votre tristesse dans la chambre, eh bien, c'est sûr que vous êtes pas d'un grand support pour celui qui est en train de mourir, vous savez. Mais si vous entrez avec votre liberté, si vous entrez avec votre présence, si vous entrez avec votre force intérieure, si vous entrez avec votre joie, là, quelque part, dans les yeux qui vont se rencontrer, il y aura quelque chose qui va être partagé, qui va bien au-delà des mots. Et c'est bien cet au-delà qu'on recherche dans la présence. Oui, et c'est absolument aussi ce je te vois qui est dit. C'est parce que quand on entre, j'imagine la scène dans une chambre où quelqu'un, d'ailleurs je l'ai vécu à quelques reprises, et qu'il y a cette présence de je te vois véritablement. Ben, il y a tout qui se déploie. Il y a cette tranquillité, cet état d'amour, de plénitude, de paix, qui demande rien d'autre que ce qui est là. Et ça crée un espace de paix dans cette pièce, dans cette chambre, effectivement, qui invite au déploiement total de ce qu'il y a à se déployer à ce moment-là. Et c'est magnifique, ça, parce que ça permet à cette personne qui est dans ce passage de vie de peut-être, et peut-être pas, libérer un espace, une partie de vie, un moment, une émotion, une sensation qui peut juste se glisser tout simplement pour quitter cette personne-là et faire plus de place
à ce grand départ qui, on le souhaite, puisse se faire dans une paix, dans une liberté qui... et ça, c'est beau. Moi, je trouve que ce moment-là d'accompagner au départ est un beau moment de nous-mêmes, nous permettre de toucher la vie plus que jamais. Ah bien, Ginette, je sais que vous l'avez vécu, non seulement avec des gens qui étaient en phase palliative, je sais que vous l'avez vécu beaucoup avec aussi les naissances. Oui. Et si vous voulez, on va revenir avec vous sur ce sujet tout après la pause. Merci. Vous êtes à l'antenne de Radio Mieux-être, à l'émission des idées et des amis. Et nous sommes avec ma bonne amie Ginette Forget, avec laquelle nous allons poursuivre cette exploration extraordinaire entre la naissance et la mort. Il y a quelque chose, il y a un fil qu'on pourrait nommer, Ginette, n'est-ce pas, la vie. Et c'est incroyable parce que c'est vrai que cette sensation de vie, je l'ai même contactée davantage avec la mort, avec l'accompagnement de fin de vie qu'avec la naissance. À la naissance, il y a cette fébrilité, mais il y a plein d'autres choses de cet enfant qui arrive. Mais quand la personne quitte, ça permet vraiment de contacter, de porter un regard nous-mêmes sur notre vie et cette question qui arrive de est-ce que j'ai vraiment vécu ma vie? C'est quoi la vie? C'est comme si la mort nous ramenait à l'essentiel de l'existence et au cœur. Et ce que je trouve très beau aussi dans cet accompagnement de fin de vie, c'est de voir toutes les personnes qui sont autour de cet accompagnement. La famille, les enfants, les petits-enfants, les amis, et de voir ce déploiement d'amour qui est mobilisé à ce moment-là. On dirait que le fait d'approcher de la fin permet au cœur de s'ouvrir et d'aller enfin à l'essentiel. Tout à fait. Je crois que la naissance, autant que la mort, nous ramène véritablement au cœur du mystère de la vie. Et ce ne sont pas des expériences à éviter, ce sont véritablement des expériences à rencontrer. Oui. Puis j'aime bien ce mystère de la vie parce que on peut pas expliquer comment ça se fait. Moi, je m'émerveille toujours autant devant la naissance, de voir un enfant arriver. Pourtant, j'en ai vu une centaine peut-être d'enfants arriver. Mais chaque fois, c'est comme la première fois. De voir un être humain arriver dans ce monde, c'est absolument mystérieux. Mais c'est intéressant ce que vous nous racontez parce que vous nous parlez du premier souffle et du dernier. Oui. Mais en fait, il y a un premier souffle et un dernier souffle, mais il y a ce grand souffle de vie qui ne commence jamais et ne se termine jamais non plus. Parce qu'en fait, il y a un corps qui quitte, mais on voit bien quand on accompagne des personnes en fin de vie que la vie ne s'arrête pas. Il y a un corps qui quitte, mais cette présence, cette force de vie, c'est là qu'on la rencontre le plus intensément même. Parce qu'on voit bien qu'après que la personne soit partie, il y a plus de vie animée dans ce corps, mais il y a encore toute cette présence pleine de l'être qui vient de quitter, de la vie, de cette force de vie qui est là. Et même les gens qui sont moins sensibles à cette présence arrivent à baigner là-dedans aussi, à moins qu'elle ne soit submergée par l'émotion. Mais même à ça, on se rend compte que la vie, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait pu imaginer. Exactement. Ce sont des expériences qui, à mon sens, sont fondatrices dans nos vies. Et c'est pas tous les jours qu'on voit les gens naître ou mourir. Mais dans les deux cas, on en ressort un peu différent, je pense. Très différent. Très différent. C'est vraiment d'être au cœur de la vie, au cœur du mystère. Et c'est d'une beauté indescriptible. C'est vraiment
si on y est sensible, l'occasion de toucher le cœur de nous-mêmes et de revoir aussi dans notre vie, est-ce qu'il y a cette sensation d'accomplissement, c'est une belle invitation à revoir notre vie, à se dire, est-ce que je veux continuer à vivre comme je vis maintenant? Comment j'aimerais vivre? Comment la vie voudrait se vivre aussi à travers moi? Et moi, je trouve que c'est vraiment ça, de toucher le cœur de la vie d'une façon très intime en même temps. Est-ce que vous diriez que ce sont des expériences, en tout cas celles que vous mentionnez, est-ce que ce sont des expériences qui ont pu être fondatrices par rapport à ce que vous avez développé par la suite avec la pratique Holos? Oui, parce qu'il y a eu ce constat que lorsque je suis connectée à la totalité de qui je suis, lorsqu'il y a cette pleine conscience de l'être que je suis dans sa globalité, déjà, tout est déjà plein dans cet espace-là. Il n'y a pas de manque. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette intuition pour Holos, c'était déjà, je pense, en 2009, il y avait cette joie de voir que on pouvait recontacter la totalité de l'être que nous sommes. Parce que c'est vrai que au niveau de la naissance, c'est quand même la première séparation qu'on vit. Et on a vu beaucoup en psychologie que cette séparation on a beaucoup travaillé sur le lien de séparation avec la mère. Hein? La mère en a pris tout un coup. Et on a regardé beaucoup de tous les sens cette séparation d'avec la mère. Holos, ce que ça propose, c'est vraiment de permettre de voir que la première séparation est tout d'abord avec cette partie de nous-mêmes qui est le placenta. Le placenta, c'est le premier organe qui va se construire à la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Donc, cette composé de cellules souches, hein, c'est ça? Oui, mais le spermatozoïde et l'ovule, quand ils se rencontrent, ils font cette première cellule qui est nous. Et cette cellule est notre première cellule souche. Celle-ci va se diviser, se multiplier pour commencer la création de notre être. Quand elle est assez grande, elle va descendre dans les trompes et s'installer dans l'utérus. Et ce premier organe va se développer. C'est certain que le placenta va s'accrocher à la paroi utérine. Donc, ce sera le seul lien qu'il aura avec sa mère. Ces fils, ces ramifications qui vont s'accrocher à l'utérus, mais à travers lequel il n'y aura pas beaucoup... L'échange qui va se faire, c'est d'aller chercher la nourriture qui vient de la mère, qui va être filtrée par le placenta, qui est mes cellules souches qui se sont multipliées et qui s'appellent là, placenta. Et ça va former un cordon ombilical qui va permettre à un fœtus de se développer. D'accord. Si je comprends bien là, ce que vous venez de dire, la placenta appartient davantage au bébé qu'à la mère. Il appartient totalement à l'enfant, à nous, même maintenant. Parce que c'est vraiment un organe qui nous appartient et duquel on a été coupé à la naissance. Et c'est très beau de voir ça comme ça parce que le placenta, en plus, c'est celui qui va nourrir l'enfant. Donc, c'est toute cette part nourricière de nous-mêmes duquel on aurait été connecté par le cordon ombilical pendant 9 mois. Donc, pendant ces 9 mois de gestation dans l'utérus de la mère, il y a ce sac dans lequel on va se développer et dans lequel on va vivre cette liberté, cet état de plénitude. On la connaît. Cet état de plénitude qu'on va rechercher après toute notre vie, on le recherche parce qu'on le connaît. Sinon, on ne rechercherait pas ça. Mais ce 9 mois où on va baigner dans le milieu utérin, à flotter, peut-être dans cette illusion d'être deux, parce que le placenta, c'est quand même le tiers de la masse de l'enfant qui est à côté de nous. Alors, ça peut avoir l'illusion
d'être séparée, mais c'est en fait une relation de moi à moi-même que je vivrai dans cet espace. Et à la naissance, ce qui arrive, c'est quand l'enfant sort, ben, le cordon va s'allonger et maintenant, très rapidement, on va couper le cordon. Exactement. Et par la suite, la femme aura à expulser le placenta. Alors, en salle d'accouchement, on dit encore à la femme, « Madame, il reste votre placenta à sortir. » Mais c'est pas son placenta, c'est le placenta de l'enfant. C'est un organe qui appartient à l'enfant, qui nous appartient, qu'on peut dire encore maintenant. Donc, on pourrait dire que c'est la première séparation, c'est la séparation la plus fondamentale, la plus biologique qu'un être humain va vivre dans sa vie. C'est cette séparation d'avec son placenta. Oui. Cette séparation d'avec soi-même. Exactement. Oui, parce que comme vous le mentionniez, ce placenta fait vraiment partie intégrante de ce que je suis lorsque je suis dans le ventre de ma mère. Hein, c'est ça. Donc, si par la suite, il y a d'autres séparations qui sont vécues, séparation d'avec la mère, on revient toujours à cette séparation fondamentale qui est une séparation qui est de nature biologique, en fait. Quelque chose, quand on a été pratiquement coupé, arraché, peu importe, mais on va tenter ce que vous suggérez, c'est qu'on va tenter de retrouver ça. Et on va toujours avoir ce sentiment d'avoir été séparé de quelque chose. Mais en même temps, cette quête de vouloir retrouver cette unité de départ, c'est un petit peu le retour à soi. C'est un peu ce qu'on disait au début par rapport à revenir à la maison. Ouais, c'est l'invitation de la vie. C'est l'invitation de la vie. La vie nous amène à... C'est vrai qu'il y a ce passage où on a l'illusion d'avoir été séparés. Et en fait, on l'a été séparés aussi biologiquement de cette partie de nous qu'on aura à retrouver. Et l'inspiration que j'ai eue par la suite, parce que quand j'ai lu cette information en 2009... En fait, c'est décrit dans tous les livres de biologie. Tout le monde sait ça, les médecins, les sages-femmes qui étudient particulièrement en obstétrique, vont lire cette information. Moi, je le savais aussi. On sait que quand un enfant naît, le placenta vient avec et après. Mais je connais très peu de gens à qui j'en ai parlé qui ont eu cette conscience de cette partie de soi duquel nous avons été séparés à la naissance. C'est comme si on s'est jamais attardé, on s'attarde tellement à la naissance au bébé qui arrive que le placenta, quand j'en parle à des gens, ils me disent « Ah oui, c'est vrai. Ah oui. » Donc, c'est pas... On le sait, mais on le sait pas. Et là, c'est d'amener ça en conscience ici, maintenant. Puis, moi, je vois ça comme un membre fantôme. On sait très bien que si on se fait couper un bras ou une jambe, cette partie de nous qui n'est plus là visuellement continue d'exister dans l'énergie. Donc, on appelle ça un membre fantôme. C'est reconnu, tout le monde est d'accord avec ça, les scientifiques et tout. Alors, voilà. Mais pour moi, je crois que notre placenta, c'est aussi un membre fantôme. Et que cette partie-là de moi, si je ne sais pas qu'elle a existé, ben je peux pas me connecter à nouveau à elle. Mais à partir du moment où je sais que cette partie-là de moi a existé, ben il est jamais trop tard pour bien faire et de retrouver cette part manquante. Et on pourra revenir avec cette part manquante. C'est très, très bon. C'est excellent parce que je crois qu'évidemment, ça devient véritablement un incitatif à revenir vers soi. Alors, peu importe la motivation qui nous amène dans cette démarche-là, il reste que c'est la démarche la plus importante. Si vous voulez, on va faire une pause et on revient. On va enchaîner par la suite avec ce que vous venez de dire. Vous êtes à l'antenne de Radio Mieux-être et nous sommes à l'émission des idées et des amis. Et nous revoici avec Ginette Forget. Ginette, cette capacité de revenir à la maison, n'est-ce pas là la recherche qu'on retrouve dans toutes les grandes traditions du monde, dans presque toutes les philosophies, et que même qu'on tente d'aborder au niveau de la psychologie avec des résultats un peu mitigés? Je pense que peut-être on a fait un grand détour finalement, et c'est parfait comme ça. On a le droit de faire des détours, mais
c'est vrai que de rentrer véritablement à la maison, c'est aussi de retrouver toutes ces parts de nous. Et c'est vrai qu'on s'est quitté un peu là-dessus tantôt, mais j'aimerais ça me revenir à cette part de nous dont nous avons été séparés à la naissance. Mhm. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant là, ce que ça fait de retrouver cette partie de nous qui est le placenta. Parce que en fait, tout au long de cette grande aventure de la naissance au ventre de la mère, il y a cette fusion. Hein, c'est la seule relation fusionnelle que nous aurons dans toute notre vie. Elle est là. Absolument, c'est exact. Biologiquement, c'est la fusion complète. Oui, parce que c'est vraiment la relation de moi à moi. Et c'est ce qu'on va rechercher toute notre vie par la suite. Alors là, je suis désolée, je vais peut-être déplaire à certaines personnes, vous décevoir, mais cette relation-là n'existe pas à l'extérieur de cette première expérience, d'être en relation totalement fusionnelle avec mon placenta. Vous voulez dire qu'est-ce qui n'existe pas exactement? La relation fusionnelle, parce que à la naissance, quand je vais naître, je vais être séparée de cette partie-là de moi. Mon placenta était ma part nourricière. Alors, il se peut très bien qu'après la naissance, je transpose mon placenta sur des personnes autour de moi et que je vive mon père, ma mère ou toute autre personne qui sur laquelle je vais transposer et faire un substitut placentaire de cette personne-là. Par contre, tôt ou tard, je vais me rendre compte que cette personne n'est pas mon placenta, qu'elle ne connaît pas tout de moi. Et là, les déceptions arrivent et elles sont multiples. Voilà. Alors, et on peut vivre un lien très fusionnel avec la personne qui s'occupera de nous, qui habituellement est le père ou la mère, et beaucoup la mère. Et tôt ou tard, on va se rendre compte que cette personne-là ne connaît pas tout de nous et la colère va arriver, la déception, Et là, on va se dire, ben c'est pas grave, je vais trouver cette part manquante. Et puis là, on va se mettre à chercher à l'extérieur de soi, on va chercher un ami. Après ça, la douce moitié, une douce moitié, comme si quelqu'un pouvait être une moitié de nous-mêmes. Et c'est toujours une espèce de placenta qu'on continue de chercher. Et on sait très bien que cette personne qu'on a l'illusion qui va nous compléter et nous rendre complets, ça peut le faire un court moment, mais tôt ou tard, on va se rendre compte que cette personne, c'est pas nous. Et c'est impossible, et c'est là que je disais, je vais peut-être décevoir, mais c'est impossible de trouver une personne qui va nous connaître. Tu sais, on disait, je me souviens, ma mère, elle disait, je la connais comme si je l'avais tricotée. Mais non, on peut connaître, on peut avoir l'illusion, mais on connaît jamais véritablement de l'intérieur. Et cette relation de l'intérieur, on l'a véritablement connue. Alors, c'est beau parce que c'est cette recherche de plénitude qu'on a dans toutes nos cellules, qu'on a connues, qu'on a expérimentées, qui va nous amener à rechercher cet état-là. Et dans cette recherche, là, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. C'est parce que la façon dont vous le mentionnez, c'est toujours dans le désir de le trouver à l'extérieur de soi, trouver l'âme sœur, par exemple, trouver la personne qui va véritablement remplir ma vie, le couple, ou bien enfin, tout ce qui est de l'ordre fusionnel. On cherche à l'extérieur et on ne se rend pas compte, on n'a pas appris encore à faire ce cheminement inverse, un peu comme remonter le courant, aller en amont, et de voir qu'au départ, la blessure est d'ordre biologique et qu'il faut retrouver, il faut revenir en contact davantage avec cette essence de soi, cette fusion avec soi-même, en fait, qui, comme on disait tantôt, s'exprime par la présence.
Et oui, et aller chercher cette nourriture au bon endroit. C'est sûr que ça reste une pratique, hein. Là, on parle du placenta. C'est une inspiration que j'ai eue, mais ça va bien au-delà de ça aussi. Oui, je comprends bien. Mais c'est vrai que ce que je propose par Holos, c'est le retour à... C'est une visualisation pour se reconnecter au placenta et aller retrouver cette part manquante. Alors déjà, de comprendre biologiquement cette séparation et de refaire ce chemin, on connaît la puissance de la visualisation maintenant, et de revoir ce cordon ombilical. Et vous pouvez le faire maintenant déjà en l'entendant. Imaginez partant de votre nombril un cordon ombilical qui s'élève et qui va retrouver votre placenta, qui est une masse qui contient encore la mémoire de vos cellules souches. Et heureusement, cette partie de votre être, le placenta, n'a pas vécu ce que vous avez vécu comme identification dans ce monde et a gardé en quelque sorte vierge cette mémoire de cellules souches, de l'essence de qui nous sommes véritablement. Et de là, la beauté encore de ça. Et là, je vais comme puiser à travers mon placenta, permettre à ces cellules souches vierges qui sont au-delà de toutes les croyances que je peux avoir eues maintenant, de revenir en moi et de se multiplier dans mon corps. On sait que nos cellules se renouvellent, je ne me souviens jamais le nombre de fois par jour, mais ça se renouvelle continuellement et sans qu'on ait rien à faire. Et moi, c'est là la beauté de la vie. Sans que je le veuille, mon corps, chaque seconde, est en train de se régénérer, de se refaire. Et c'est vrai qu'en puisant de ces cellules souches neuves, vierges de notre être et en les ramenant dans notre corps, ça ramène cette vivante, cette connexion réelle à qui nous sommes véritablement. Ça ramène cette part manquante, ce grand retour à la maison dont je parle. Oui, bien sûr. À reprendre toutes ces parties-là de moi, à devenir entière. Holos, d'ailleurs, ça veut dire entier. Bien sûr. Hein? Holos, ça veut dire entier. Et plus je redeviens entière, plus je retrouve toutes ces parties de moi, mais plus je me vis totalement comme... Il y a plus ce désir d'aller à l'extérieur pour chercher à combler quoi que ce soit. C'est assez extraordinaire parce que la façon dont vous le décrivez, ça semble tellement simple. C'est tellement simple. C'est vrai que beaucoup de grandes vérités de ce monde, tu sais, parfois, moi, j'ai eu l'impression d'être un peu innocente ou simpliste. Mais c'est vrai que je trouve que c'est dans cet espace de grande simplicité, d'intimité, qui est rencontrée justement l'essence de qui nous sommes, de notre être. Et c'est là qu'on peut se déployer totalement et être véritablement autonome et responsable de notre vie. Exact. Je crois que ce que je retiens le plus de cette possibilité-là, cette possibilité de remonter en amont, si on veut, vers ce placenta, vers cette être-té en soi, c'est de nous rendre libres finalement, de nous rendre pleinement responsables, d'une part, parce que on fait son propre miel, là. On n'est pas en train de le faire faire par quelqu'un d'autre. C'est soi-même. Donc c'est une relation de soi à soi. On y va véritablement en confiance et quelque part, au départ, quand vous m'avez expliqué ça la première fois, il y a quelques minutes, j'ai pensé que c'était une analogie. Je me suis dit, Ginette, elle nous fait une analogie entre le placenta. Mais en même temps, je me rends bien compte qu'il s'agit d'un processus qui est profondément biologique et que l'image est beaucoup plus forte que juste une image analogique. C'est quelque chose qui véritablement nous appartient complètement. Oui. Moi, je suis très heureuse d'avoir... le mot, ce qui vient, c'est fait cette découverte, mais c'est pas une découverte, c'est une évidence. Voilà. Mais d'avoir eu cette inspiration, parce que c'est vrai que moi, c'est quand même, ça fait au moins 35 ans que je travaille dans le monde. Bon, on a parlé de Rebirth, de courant miracle, de méditation et tout, mais c'est la première fois que je pouvais, avec Holos, arriver à expliquer quelque chose qui s'expliquait, qui était pas abstrait du tout, c'est biologique. Alors, quand
quand je parle de l'os, c'est que je donne des conférences où j'ai formé même des gens avec ça. J'arrive avec de l'information concrète. Et là, je fais un petit dessin, puis je parle de biologie, puis j'adore ça. Moi, je m'éclate là-dedans parce que ça permet vraiment j'aime ça, pouvoir avoir cette assise des explications que les gens peuvent comprendre. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui viennent me dire après, mais c'est tellement simple, mais c'est tellement évident, c'est du gros bon sens. Ouais, c'est ce que j'aime beaucoup dans la façon dont vous nous l'expliquez. Et je crois qu'on devrait, en tant que thérapeute, en tant qu'être humain, toujours trouver la solution la plus simple. Vous savez, connaissez cette histoire d'Einstein? On lui avait demandé de réécrire la relativité, son manuscrit, parce que la bibliothèque avait brûlé. Puis, alors, il s'assoit avec sa femme, et puis sa femme lui dicte la relativité, qui est quand même un livre. Bon. Et puis, à un moment donné, il dit à sa femme, il dit, j'ai vraiment dit ça? Elle dit, oui, elle dit, c'est ce qui est écrit, t'as vraiment... Et il a dit, écoute, j'aurais pu le dire encore plus simplement. Et c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire de dire ça, parce que la relativité était quand même un chef-d'œuvre de concision et il essaie de rendre quelque chose d'assez complexe le plus simple possible. Il faut, en tant qu'être humain, trouver des solutions simples. Et souvent, les solutions simples, c'est celles dont notre civilisation nous a bouché l'accès d'une certaine manière à cause de l'agitation mentale, etc. Et je ne crois pas qu'il y ait une très grande différence entre ce que vous nous partagez aujourd'hui et puis les grandes traditions du monde, les grandes traditions spirituelles du monde, en fait. Mais aujourd'hui, je trouve que les grandes traditions spirituelles du monde, pour beaucoup de gens, c'est pratiquement imbuvable. Alors que ici, on a quelque chose qui s'exprime avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de facilité. Vous invitez les gens à faire une démarche qui va les enrichir considérablement parce qu'ils vont vraiment revenir vers eux-mêmes, à la maison. Et pour ça, je pense que je crois que ça mérite un bravo, quoi. Ça mérite un alléluia. Vive la simplicité. Vive la simplicité. Eh bien, nous allons faire une pause et puis restez avec nous. Nous sommes de retour dans quelques minutes. Alors, rebonjour, vous êtes à l'antenne de Radio Mieux-être, à l'émission des idées et des amis. Toujours avec Ginette Forget, on s'est quitté il y a quelques instants avec l'insimplicité. Et pendant la pause, je réfléchissais à ce mot et je me suis dit, nous qui sommes des thérapeutes, avons travaillé beaucoup avec les gens, nous avons rencontré, on a essayé toutes sortes de techniques possibles, inimaginables au cours d'une vie. On a quand même, on a galéré un peu. Et on a vu qu'il y avait des choses qui marchaient, des choses qui marchaient plus ou moins bien, etc. Mais là, on arrive avec quelque chose qui semble être un peu différent dans la pratique. C'est-à-dire ce retour vers soi, ce retour à la source. C'est quand même ce qu'on a tenté de faire pendant toutes nos années de pratique avec des approches qui étaient plus de nature psychologique. Mais là, on n'est plus dans la psychologie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tellement ça. Moi, je me suis retirée pendant un certain temps, puis je me disais, si un jour je reprends mon travail, je voudrais, avoir fait mon propre miel, et 2, trouver une pratique qui me rende libre et qui rende les gens libres et autonomes dans leur vie. Ça, c'était vraiment mon intention. Sinon, je trouve que j'avais plus envie, moi, de revenir à une pratique comme j'avais avant. Quoique j'ai adoré ça, soit dit en passant, c'était de très belles années dans ma vie. Mais je ne vois plus la vie comme ça, ni les gens, ni ma vie. Et quand cette idée-là de l'os est arrivée, pour moi, c'était vraiment ce que j'avais demandé. C'est vrai, quand l'idée arrive, on ne sait pas ce qu'on va en faire parce que de lire que le placenta appartient à l'enfant et non à la mère, c'est beau techniquement, mais après, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais je sentais que j'avais trouvé mon miel. Je savais que mon miel était là.
mais j'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. Jusqu'au jour où une femme vient me consulter, qu'elle s'allonge pour respirer. Elle était enceinte de 8 mois. Et là, j'ai vu. Mais j'ai vraiment vu. Et ce lien-là, et je me suis dit, voilà, créer ce lien, recréer ce lien, en fait, cette connexion avec son placenta me semblait être une évidence même. Et je lui ai fait faire cet exercice de visualisation. Et elle a ouvert les yeux pour me regarder en disant, mais avec mon bébé? Parce qu'elle portait un enfant. Là, je dis, non, D'accord. non, avec vous-même. Parce que votre placenta, c'est à vous. Il vous appartient. Il n'appartient pas à votre mère, mais à vous. Et c'était phénoménal ce qui s'est passé pour elle. Parce que c'était comme la réponse à tout ce qui se passait pour elle, qui la troublait profondément. Et c'était comme vraiment un mystère, un pur mystère, ce qui s'est passé. Exactement. Et là, je me suis dit, peut-être que c'était un hasard, finalement, que ça fonctionnait avec elle. Elle est enceinte. Et là, après, je l'ai essayé avec des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés. Et ça fonctionnait toujours dans cette même magie, finalement, que de permettre à cette connexion avec cette partie de nous et de recréer ce lien formidable. Et je me suis dit, ben voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ce que j'avais demandé. Quelque chose de simple qui rende les gens autonomes et responsables, une information à transmettre, et après, c'est la responsabilité de chacun de recréer ce lien ou non. Ça ne m'appartient plus. Comme j'ai une bonne amie qui dit souvent, moi, je fais plus de service après-vente. Je donne une information, puis après, ben, c'est à la personne qui reçoit cette information. Et c'est ça, notre responsabilisation. Exactement. Je crois que développer une technique, en fait, de revenir vers un véritable processus de transformation, d'évolution réelle, il faut que ça passe véritablement par moi. Et comme on disait tantôt, c'est quelque chose que je fais moi-même. C'est pas quelque chose qui peut vraiment être porté par l'extérieur. Donc, on pourrait dire, d'une certaine manière, que la pratique Holos, ça nous amène, ça suggère en tout cas cette direction-là. Ça suggère d'aller un peu comme à contre-courant par rapport à nos dispositions naturelles, de toujours aller chercher à l'extérieur de soi. Et encore une fois, ça rejoint quand même, comme on disait tantôt, des grandes traditions, on dit spirituelles, mais c'est un mot qui peut devenir agaçant à un moment donné, vous savez, comme le mot psychologique peut devenir un peu embêtant. Mais si on n'utilise pas ces mots-là, et puis qu'on utilise, par exemple, ce que vous utilisez, eh bien, on se sent comme investi tout d'un coup d'un pouvoir nouveau, d'une possibilité nouvelle. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui peut nous aider. C'est quelque chose, parce que revenir vers soi, c'est pas une erreur. Ça peut pas être une fausse route, quelque part. Jamais, mais c'est le chemin le moins fréquenté, quelque part aussi. Ben, c'est déjà au départ cette habitude qu'on a eue de toujours aller à l'extérieur chercher des réponses, des solutions. C'est toujours quelqu'un d'autre qui peut nous dire mieux que nous. Mais qui d'autre que nous-mêmes peut savoir ce qui est bon pour nous, puisque nous sommes tous uniques, mais vraiment uniques. Absolument. Nous sommes des personnes uniques. Alors, qui peut me dire, en dehors de moi, ce qui est bon pour moi? C'est impossible. Mais juste de voir cette image de rentrer à la maison. Alors, quand on imagine déjà ce retour, on part en voyage, on revient chez soi, comme c'est bon de rentrer à la maison, d'être dans ce lieu connu, de pouvoir s'y déposer. Et c'est ça, l'invitation, c'est de se déposer en soi. En quelques mots, Ginette, est-ce que vous pourriez nous dire juste quelques mots sur la pratique que vous avez mis en ligne, la méditation guidée, peut-être, la pratique Holos elle-même? Oui, la visualisation, oui, parce que pour aller plus loin encore dans cette idée de rendre les gens autonomes et responsables, c'est vrai que j'avais plus envie d'avoir un bureau de consultation où les gens venaient me consulter à long terme. Alors, et même plus loin, je me disais comment faire pour donner vraiment un outil, une pratique qui pourrait
rendre les gens libres. Et je me suis dit, ben même si les gens viennent jamais dans mon bureau, j'ai eu l'idée de faire un CD. Alors, j'ai fait un CD de la visualisation à l'os comme accompagnement. Alors, je me suis dit, même pas besoin d'aller voir quelqu'un pour le faire. C'est vrai que c'est agréable quand même hein, d'être avec quelqu'un aussi. Mais là, il y a cette possibilité de CD. Et là, maintenant, bon, la technologie veut que ce soit aussi en MP3. C'est plus accessible. Sur le site, il y a toute l'information pour déjà acheter en ligne et pouvoir le faire chez soi le plus souvent possible. Après, ben ça coûte plus rien. Mais c'est vrai que les gens que je rencontre trouvent tout ça formidable et vivent l'expérience. Je viens encore de faire, en fin de semaine, je participais à un gros événement et j'ai fait vivre l'expérience aux gens déjà sur place. Les gens sont émerveillés de cette rencontre avec eux-mêmes, de retrouver cette part manquante. Mais bien sûr. Honnêtement, est-ce qu'ils vont le faire chez eux cette semaine? Est-ce qu'ils vont repenser à cela et le mettre en pratique? Et c'est là, je trouve, la responsabilisation. On veut changer. Exact. Tout le monde veut changer. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ce changement? Dans l'unique de ce que je suis, il n'y a plus de comparaison possible. Il y a juste à vivre cette unique. Et à ce moment-là, il y a une réunion, il y a eu quelque chose qui s'est... Est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, il s'est passé par rapport à ce que vous avez dit par rapport au placenta, lorsqu'il y a ce contact avec l'unique, lorsque la présence est établie, est-ce qu'à ce moment-là, il y a cette... Ce qui a été retrouvé, c'est ce placenta? Ou c'est un placenta virtuel? Oui, ce qui est retrouvé, c'est cette part manquante. Cette part manquante, voilà. Et c'est aussi l'information qui est là-dedans. Voilà. Parce que moi, étant un être séparé, je me suis identifiée comme un être séparé. Donc, j'ai vécu la dualité et la croyance, j'ai transposé dans la personnalité, les biens matériels, l'éducation, l'instruction, l'information qui m'a été donnée. Je me suis formée une personnalité que je crois être, mais je ne suis pas cette personnalité-là. Je suis pas ces apprentissages-là que j'ai eus. Je suis un être au-delà de ça. Et quand je retrouve cette part, mon placenta, ça passe par là, mais c'est beaucoup plus vaste après encore. Hein. Mais quand je retrouve ça, je sors des balises, je sors du connu pour rentrer dans ce qui m'est totalement connu, l'essence même de qui je suis. L'essence de ce que je suis, bien sûr. Et là, c'est beau. Là, c'est vraiment comme... c'est vraiment une naissance en soi. C'est ce qu'on recherche le plus profondément, je pense. Oui. C'est sans doute ce qui a inspiré aussi beaucoup d'auteurs, en fait, des grands moments d'art, des grands moments d'expression. C'est de retrouver complètement toute la force de cette unique en soi. Ouais. Hein, là, à ce moment-là, on est plein. Et si on est plein, eh bien, on n'a plus à quêter nulle part. Jamais. C'est beau. On revient à cette simplicité. Voilà. Moi, ça m'émeut presque, cette simplicité des choses, de recontacter cette essence même de la vie, parce que c'est le vivant qui me traverse. C'est... En fait, j'en arrive presque à croire qu'on est vécu. Le vivant se vit à travers nous. Mais qui suis-je vraiment? Et tout ce que j'ai cru être dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce sont des associations de, bon voilà, ma vie professionnelle, c'est ça, je suis une mère, j'ai 2 enfants, j'ai 4 petits-enfants. Toutes ces identifications sont merveilleuses, mais sont des facettes de qui nous sommes. Mais là, on parle vraiment d'entrer au cœur de ça, de ce qui anime tout ça, qui est vraiment cette force de vie première. Ginette, ça a été un vrai plaisir d'être avec vous pendant cette heure de radio. Je rappelle pour nos auditeurs que vous offrez des consultations et de la formation pour la pratique Holos.
Nous pouvons vous lire sur votre blog, ginetteforget.blogspot.ca, et nous mettrons sur le site de la radio tous les liens pour vous rejoindre et connaître l'horaire de vos conférences et ateliers. Bonne journée à tous nos auditeurs et merci encore, Ginette. Merci énormément, Jean-Pierre, et longue vie à ton émission. Merci.